Les titres de l'actualité, le président guinéen Alpha Condé a une nouvelle fois laissé planer le doute sur une modification de la Constitution qui lui permettrait de briguer un troisième mandat. Le cyclone Kenneth a causé au moins 3 morts aux Comores, où les vents violents et les fortes pluies ont également créé le chaos dans l'infrastructure du pays. Et puis, alors que les Espagnols se préparent à élire leurs députés, un mouvement féministe en pleine expansion montre l'importance des droits des femmes et du vote féminin. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. En République démocratique du Congo, la Haute Cour militaire a rejeté ce jeudi à Kinshasa la demande de mise en liberté provisoire sollicitée par l'ancien chef de guerre Germain Katanga. Il est poursuivi pour crimes contre l'humanité sur le territoire congolais et par la Cour pénale internationale. Le tribunal militaire a déclaré non fondées les demandes de mise en liberté provisoire introduites par les prévenus, tout en les déclarant recevables. Les juges ont estimé que les faits pour lesquels ils sont poursuivis sont d'une extrême gravité. Germain Katanga et ses 6 co-accusés ont comparu à l'audience dans ce procès ouvert depuis février 2016. Ils sont poursuivis pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel dans la région de l'Ituri. Surnommé Simba, lion en Swahili, pour sa férocité lorsqu'il était à la tête des forces de résistance patriotique en Ituri, Germain Katanga, promu général de brigade dans l'armée congolaise fin 2004, en échange de la reddition de sa milice, avait été arrêté en 2005 par les autorités congolaises. Livré en 2007 à la Cour pénale internationale, il a été condamné en 2014 à 12 ans de prison pour complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour l'attaque d'un village en Ituri qui a fait environ 200 morts en 2003. Transféré à Kinshasa en décembre 2015, Germain Katanga devait sortir de prison le 18 janvier 2016. Ce même jour, les autorités congolaises avaient indiqué qu'il ne serait pas libéré et que des poursuites avaient été ouvertes contre lui. Une prochaine audience est prévue dans ce procès pour le 2 mai prochain. En visite officielle à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le président de la Guinée, Alpha Condé, a une nouvelle fois laissé planer le doute sur une modification de la Constitution, laquelle modification lui permettrait de briguer un troisième mandat en 2020. Ancien opposant historique et premier président démocratiquement élu de la Guinée, Alpha Condé, dont le 2e mandat constitutionnel s'achève en 2020, a souvent contesté la pertinence de la limitation du nombre de mandats sur le continent. Mais il n'a jusqu'à présent pas annoncé de modification de la Constitution afin de pouvoir se représenter en 2020, même si plusieurs de ses déclarations récentes ont été interprétées en ce sens. Personne en Guinée ne m'empêchera d'aller devant le peuple pour lui demander ce qu'il veut et faire la volonté du peuple, avait-il dit le 24 mars dernier devant les militants de son parti. En visite officielle à Abidjan, le président de la Guinée, Alpha Condé, a une nouvelle fois laissé planer le doute sur une modification de la Constitution qui lui permettrait de briguer un troisième mandat en 2020. Il y a un débat en Guinée, moi j'observe, ce qui est évident, c'est que le peuple guinéen est un peuple souverain, qu'on ne peut pas empêcher le peuple de s'exprimer s'il le souhaite, a-t-il répondu à la presse qu'il a interrogé sur le sujet. Il a aussi fait valoir qu'il n'avait de compte à rendre qu'au peuple de Guinée et éventuellement au peuple africain, pas à l'extérieur. Je fais ce qui sera la volonté du peuple de Guinée. Pour le moment, je laisse le débat se dérouler dans le pays, a-t-il ajouté. Début avril, les principaux partis d'opposition guinéens ainsi que les associations de la société civile et des syndicats ont annoncé la création d'une coalition pour empêcher Alpha Condé de briguer un troisième mandat en 2020. Après le passage dans la nuit de mercredi à jeudi du cyclone Kenneth, les Comoriens se sont réveillés sous le choc. Dans le pays, on déplore au moins 3 victimes selon les autorités et surtout de nombreux dégâts matériels. Les autorités comoriennes évaluaient ce jeudi l'ampleur des dégâts provoqués
par le passage du cyclone Kenneth qui a arraché des arbres et emporté des habitations en tôle. Selon un responsable du gouvernement, le cyclone Kenneth a causé au moins 3 morts dans l'archipel de l'océan Indien. Les vents violents et les fortes pluies ont également créé le chaos dans l'infrastructure du pays. On confirme que là, nous avons enregistré 3 morts, 2 de la Grande Comore, un d'origine de l'île d'Anjou. Donc, suite aux blessures pour l'une des victimes, les 2 autres, c'est un arrêt cardiaque. Après, au cours de l'événement. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels au niveau de la Grande Comore, au centre, au nord aussi également. Mais on peut donner à peu près au centre parce que c'est difficile d'accéder. Il y a beaucoup des arbres qui sont tombés et beaucoup de poteaux électriques et téléphoniques qui sont tombés. Donc pour le moment, on est en train de dégager les voies pour pouvoir circuler, pour faire une première évaluation. J'appelle aux associations, différentes associations qui sont très actives sur le pays en général, de venir en aide. COSEP ne peut pas tout faire. C'est une catastrophe énorme que nous n'avons pas l'habitude d'avoir. Dieu merci, on a échappé le plus dur, mais on a vraiment besoin d'aide. Kenneth va probablement nécessiter une nouvelle opération humanitaire d'ampleur alors qu'on manque cruellement de fonds pour financer l'aide aux victimes d'Idaï, a prévenu le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA. Je vous propose à présent de suivre la réaction de quelques Comoriens après le passage de la tempête tropicale. J'ai 3 enfants. L'un est tout petit, à peine 1 mois et 10 jours. Nous étions là jusqu'à 11h la nuit dernière quand les choses ont dégénéré. Ce sont les voisins qui sont venus nous évacuer. Nous avons passé la nuit la peur au ventre. À partir de 22h, nous n'avons pu dormir. Le temps s'est dégradé et nous ne savions où aller dans le noir, de surcroît avec des enfants. Il pleuvait à trombe et il y avait beaucoup de vent. Les arbres ont été déracinés. Vous voyez ce manguier, on s'asseyait en dessous pour se reposer. Il a tout simplement été déraciné. Ce journal se poursuit en Afrique du Sud. Le bilan des pluies torrentielles et des glissements de terrain qui ont frappé l'est du pays s'est encore aggravé pour atteindre environ 70 morts. Il s'agit de chiffres annoncés ce jeudi par les autorités du pays qui estiment que c'est la première fois que le KwaZulu-Natal est confronté à de telles pertes en vies humaines. Les autorités sud-africaines se disent inquiets et totalement anéanties par l'augmentation du nombre de victimes à la suite des pluies torrentielles et des glissements de terrain qui ont frappé l'est de l'Afrique du Sud. Le bilan est désormais monté jeudi à environ 70 morts, contrairement aux 51 annoncés la veille. C'est la première fois que la province sud-africaine du KwaZulu-Natal, la plus touchée par les intempéries, est confrontée à de telles pertes en vies humaines. Des précipitations exceptionnelles se sont abattues depuis le week-end de Pâques sur le KwaZulu-Natal et la province voisine du Cap-Oriental, provoquant inondations et glissements de terrain meurtriers. De retour d'une visite officielle en Égypte, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a fait étape mercredi dans la région pour constater les dégâts causés par ces intempéries. Selon le chef de l'État, ces intempéries ont fait au moins 1 millier de sans-abri. Tout au long de la côte de l'océan Indien, autour de la mégapole de Durban, la 3e ville sud-africaine, plusieurs villages ont été dévastés par des coulées de boue qui ont emporté des routes et de nombreuses habitations. Certains habitants de Durban tentent déjà de reconstruire leurs maisons après les intempéries. Alors que les Espagnols se préparent à élire leurs députés, un mouvement féministe en pleine expansion montre l'importance des droits des femmes et du vote féminin. Plus que jamais, les politiciens courtisent les votes des femmes, même si le mouvement féministe a également déclenché une réaction de rejet de la part du parti d'extrême droite VOS, qui vient tout juste de faire irruption sur la scène politique. Voici quelques réactions.
La présence dans les extrêmes est beaucoup plus importante et plus probable, du moins dans les informations dont nous disposons, chez les hommes que chez les femmes. Et c'est la raison pour laquelle le vote des femmes va être encore plus décisif dans ces élections, parce que comme c'est un vote de centre-droite ou de centre-gauche, elles ont tellement plus d'options pour voter et leur indécision sera décisive. Va a ser decisiva la decisión que tomen finalmente. Si en Espagne seulement les femmes votent, Vox sera le dernier parti. Néanmoins, si seulement les hommes votent, Vox pourrait même se battre pour la deuxième place contre le Parti populaire, celui qui est actuellement en deuxième position. Ce que certains partis disent, comme celui qui vient d'arriver de façon très scandaleuse, nous faisons marche arrière au lieu d'aller de l'avant dans la lutte des femmes, parce que nous sommes en train de perdre tant de choses. C'est pourquoi nous devons nous battre plus que jamais. L'une des politiques les plus controversées qu'il suggère dans ce parti est l'abolition de la loi contre la violence sexiste, qui n'a jamais été remise en question depuis son approbation au Parlement. Alors je pense qu'il est très important de préserver ce qui est assez difficile à obtenir. On retrouve à présent Génial Afouda pour la revue de presse Afrique. Chers amis de la revue de presse Afrique sur Sika TV, bonjour et bienvenue. Le numéro du jour débutera par le Sénégal, où le quotidien Critique prévient du musellement de la presse par Macky en gros titres. Modification de la Constitution et suppression du poste de Premier ministre, l'opposition déchire le projet de loi de Macky, écrit en manchette Sud Quotidien. Le journal L'As nous fait savoir que l'opposition brise le silence et s'exprime sur la réforme constitutionnelle. Sidouaya nous apprend que lors de son séjour à Abu Dhabi, le président du Burkina Faso a obtenu 10 millions de dollars pour électrifier 42 localités. On reste avec Sidouaya qui nous apprend également que le thème de l'insécurité s'est invité au débat dans le cadre de la 21e journée nationale du paysan au Burkina Faso. Direction le Cameroun, le Premier ministre prescrit l'augmentation de l'offre en matière d'eau, d'électricité et de gaz via Cameroun Tribune. Après de violents affrontements, la paix de retour à Obala, nous annonce Info Matin. Le point de l'actualité en Côte d'Ivoire à présent. Le Jour Plus nous informe de la visite du chef d'État guinéen à Abidjan qui a débuté depuis hier. Une information relayée par le journal Le Patriote qui nous informe aussi que Alpha Condé salue les performances économiques de la Côte d'Ivoire. On reste avec Le Patriote qui nous fait savoir que l'armée ivoirienne s'est dotée d'un avion en vue de renforcer sa capacité opérationnelle. L'horreur continue dans le centre du Mali, se désole le Républicain qui informe ses lecteurs que 15 civils ont été tués dans une attaque contre le village de Boulé. Mali Tribune, lui, nous informe qu'un militaire déserteur sera jugé par contumace. Voilà, c'est la fin de la revue de presse Afrique d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera également tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.